Merci beaucoup. En fait, je suis très heureuse de pouvoir participer à cette conférence virtuelle-là ce matin avec vous. Merci aussi au docteur Jean-Claude pour sa présentation incroyable, pleine d'espoir, effectivement. En fait, je vous souhaite la meilleure des chances pour la continuation de vos travaux. Je pense qu'on en a bien besoin. Dans ma perspective à moi, ce que je vais présenter aujourd'hui, c'est pas tellement en termes de traitement de la tumeur elle-même, mais bien de qu'est-ce qu'on peut faire pour récupérer les conséquences d'une tumeur cérébrale, notamment en vous parlant du neurofeedback, en fait, que je vais vous expliquer un peu plus en longueur, si on veut, dans le courant de la présentation. Juste avant, comme il a été mentionné lors de l'introduction, c'est que en termes de peut-être de conflit d'intérêts, c'est qu'effectivement, je suis fondatrice des cliniques neurodesign et j'offre du neurofeedback et du biofeedback par l'entremise de ces deux cliniques-là. Alors voilà. Mais ce qui est important de savoir, peut-être par rapport à ma pratique de neurofeedback, c'est qu'initialement, c'était pour répondre aux besoins de mon fils, en fait, que j'ai décidé d'explorer cette approche-là. Quand c'était le temps, moi, j'ai fait mon postdoc sur l'application du neurofeedback chez les enfants qui avaient un TDAH. Mais la raison première pour moi d'être allée vers ce champ d'expertise-là, si on veut, c'était que mon propre garçon avait un TDAH très important. Et comme il est né en 92, j'étais très inquiète d'entendre aller autour de 97, 98, bon, toutes les rumeurs, en tout cas, tout ce qu'on entendait par rapport à la médication chez les enfants et comment les enfants étaient potentiellement vraiment gelés, si on veut, là, avec le Ritalin. Donc, ça me faisait très peur comme mère, même si j'avais un background scientifique. Et j'ai résisté à la médication, mais j'ai voulu aussi l'aider et c'est ce qui m'a permis de découvrir le neurofeedback comme technique clinique, en fait. Et je l'ai introduit au Québec, comme j'ai mentionné, en 2002. J'ai toujours adoré, en fait, ma pratique. Je suis devenue neuropsychologue quelques années plus tard pour être une vraie clinicienne, en guillemets, et continuer d'offrir ce service-là. Alors, le neurofeedback, c'est pas une panacée universelle en termes de traitement, c'est-à-dire que ça règle pas tout et ça ne règle pas tout parfaitement, comme tous les traitements qui existent d'ailleurs, mais il faut être conscient des limites. C'est ça que je veux vous expliquer aujourd'hui, dans le fond, c'est qu'est-ce qu'on peut espérer avec cette approche-là, puis qu'est-ce qu'on peut ne pas espérer, si on veut, c'est quoi ces limites au neurofeedback. Alors, d'ici la fin de ma conférence, vous devriez savoir un peu mieux comprendre ce que c'est le neurofeedback. Vous devriez aussi en comprendre des limites, comme je viens de l'expliquer. Et, pardon, j'ai échappé mon cellulaire, remettre mon chronomètre. Et comprendre aussi quels sont les autres outils que vous pouvez mettre en place autour, soit du neurofeedback ou simplement dans votre vie en général. Alors, pour débuter, ce qu'il faut savoir, c'est que il n'y a pas si longtemps, on ne pensait pas être en mesure de pouvoir contrôler des signaux physiologiques, comme par exemple la température de notre corps, notre rythme cardiaque, notre tension musculaire. Donc, ça, on parlait de processus qu'on appelait involontaires, puis on ne pensait pas que c'était possible d'acquérir un contrôle volontaire sur ces différents processus physiologiques-là. Mais le docteur Miller a découvert et démontré On vous entend pas. que c'était tout à fait Ah, possible. parfait. Oui, le Le son, le c'était son est comme revenu. coupé. Oui, c'est ça, je l'ai vu partir. Ah, OK, excellent. Oui, si jamais ça se produit à nouveau, je vais simplement arrêter et attendre que le son revienne. D'accord. Merci. Alors, oui, c'est ça. Donc, le docteur Miller, dans les années 40, a démontré que c'était possible d'acquérir un contrôle volontaire sur ces signaux-là. Et comme c'était possible, c'est ce qui a ouvert la voie, si on veut, au champ de recherche en lien avec contrôler l'activité électrique de son cerveau. Hein, parce que si ce matin, vous fermez les yeux, tout le monde, et que vous écoutez, si on veut, vous essayez de saisir la circulation du courant électrique en vos cellules nerveuses dans votre cerveau, ben vous n'y arriverez pas, vous ne sentirez rien. Alors, c'est très abstrait de vouloir saisir de pouvoir capter l'activité électrique de notre cerveau et de la modifier. Mais il y a eu un premier projet de recherche intéressant qui a été fait par le docteur Joe Camilla, qui a demandé, en fait, à ses étudiants, qui étaient tous des étudiants de psychologie à l'époque, d'essayer de sentir à quel moment
ils avaient une augmentation de ce qu'on appelle les ondes alpha, c'est-à-dire une fréquence de communication électrique dans notre cerveau qui est associée à un état de calme, un état d'introspection, un état de rêvasserie. Donc, des états qui ont été reconnus pour être associés à cette bande de fréquence-là. Alors, les gens avaient une petite électrode, un petit capteur derrière la tête, puis juste un petit peu en haut du cou, si on veut. Puis, on demandait aux participants d'indiquer à quel moment il y avait l'impression qu'il y avait plus d'ondes alpha qui étaient générées par cette région-là de leur cerveau. Et étonnamment, les candidats ont très, très bien réussi à sentir, en fait, le lien qui existait entre leur état et effectivement la production supplémentaire d'ondes alpha. Alors ça a été comme la première démonstration qu'on pouvait acquérir un sens de dans quel état on est quand je produis davantage telle fréquence dans notre cerveau. Puis à l'inverse, ce qui est arrivé par la suite, c'est que effectivement, on a aussi réussi à identifier dans quel état je suis quand j'y arrive pas. Alors, suite à ce premier projet de recherche-là, le docteur Barry Sturman, qui était à UCLA, qui est le professeur émérite de cette université-là, qui est à la retraite maintenant, docteur Sturman, qui doit avoir environ 85 ans aujourd'hui, a réussi, en fait, à entraîner un chat à créer une bande de fréquences qu'on appelle le rythme sensorimoteur. Mais initialement, lui, ce qui essayait de démontrer et de mieux comprendre, c'était le phénomène de l'épilepsie chez les pilotes d'avion. Donc, il y avait un contrat de l'armée américaine et il devait essayer de saisir pourquoi, en plein vol, certains pilotes faisaient une crise d'épilepsie, ce qui est effectivement très dangereux, en plein vol dans un F-14, donc un avion de chasse. Et pour faire ça, il l'a fait et il étudiait l'épilepsie chez le chat. Alors, il leur induisait, si on veut, une crise d'épilepsie à l'aide d'un certain médicament. Et pendant que le chat avait une crise d'épilepsie, lui prenait des mesures pour mieux comprendre le phénomène. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'il y a un groupe de chats dans son laboratoire qui, tout à coup, a été résistant à la même quantité du même médicament qui induisait chez son groupe de chats précédent l'épilepsie à tout coup. Alors, en s'informant de ce qui était arrivé à ces chats-là avant que les chats lui soient prêtés dans son laboratoire, c'est des chats chez qui on avait entraîné une augmentation du rythme sensorimoteur. Puis juste pour vous situer, si vous prenez vos deux oreilles, le morceau de cerveau que vous avez littéralement entre les deux oreilles, c'est le cortex sensorimoteur. Et sur ce morceau de cerveau-là, votre corps est représenté sur le plan moteur, sur le plan sensoriel. Peut-être certains d'entre vous êtes familiers avec l'homonculus qui nous montre comment la main droite est à tel endroit, le pied, la bouche, le visage, etc. Donc, c'est là où il enregistrait le Dr. Sturman, en plein centre, en fait, en plein milieu sur le dessus de la tête du chat, au niveau du cortex sensorimoteur. Alors, les chats avaient appris à augmenter ce rythme sensorimoteur-là et lui s'est demandé, est-ce que ça pourrait être la cause de la résistance à l'épilepsie? Alors, ce qu'il a fait, c'est qu'il a repris un nouveau groupe de chats et il les a entraînés à augmenter le rythme sensorimoteur, des chats qui n'avaient jamais eu cet entraînement-là auparavant, puis les a entraînés et par la suite a essayé d'induire à nouveau l'épilepsie. Il n'a pas réussi. Alors ça a été le début de l'application, la première application clinique du neurofeedback. Ça a été pour essayer d'améliorer l'épilepsie, c'est-à-dire diminuer les symptômes, diminuer les crises, l'occurrence, l'intensité, avec ou sans présence de médication contre l'épilepsie. Et peu après, étant donné que ça a été un succès, donc le Dr. Sturman qui a fait une belle carrière à ce niveau-là, il y avait vraiment une possibilité, grâce au neurofeedback, d'améliorer beaucoup la condition des gens qui étaient aux prises avec l'épilepsie. Il y a un étudiant, un postdoc, qui est arrivé dans son laboratoire qui s'est dit, si ça fonctionne pour les convulsions épileptiques, est-ce que ça pourrait fonctionner chez les gens qu'on dit hyperkinétiques à cette époque-là, donc qui sont les personnes avec un TDAH aujourd'hui qui sont hyperactifs et ou impulsifs? Et effectivement, en appliquant exactement le même protocole que chez le chat, à quelques nuances près au niveau de la bande de fréquence, parce que le rythme sensorimoteur d'un humain et celui du chat n'est pas tout à fait le même. Mais bref, en entraînant les adultes qui avaient un diagnostic de TDAH à augmenter le rythme sensorimoteur, les mesures en lien avec les capacités d'inhibition et de l'attention par la suite se sont avérées meilleures suite à l'entraînement. Donc, autrement dit,
L'augmentation du rythme sensorimoteur chez l'humain menait à une réduction significative des symptômes du TDAH. Alors, ça a été la deuxième application clinique du neurofeedback, c'est-à-dire que c'est à partir de là qu'on s'est dit, OK, même chez quelqu'un qui n'a pas un trouble aussi grave, entre guillemets, que de l'épilepsie, même souvent c'est l'épilepsie chronique résistante là, à la médication, ben, il y a une possibilité d'optimiser les capacités cognitives des gens, même les capacités motrices, l'émission motrice des gens. Et c'est ce qui a pavé la voie vers d'autres projets de recherche qui, finalement, ont permis de voir le neurofeedback appliqué à toutes sortes de choses, mais toujours en lien, si vous voulez, avec l'amélioration de capacités cognitives et ou émotionnelles. Alors, pour mieux comprendre ce que c'est, parce que là, je vous en parle, mais vous n'avez aucune idée probablement de quoi je vous parle, ben, le neurofeedback, ça fait partie de la grande famille du biofeedback, comme vous voyez ici. C'est une technique qui va permettre à quelqu'un de recevoir un feedback en temps réel, soit à travers une chanson ou une animation, une vidéo, de ce qui se passe sur le plan électrique par rapport à ses cellules nerveuses. Donc, mais en temps réel. Alors, le biofeedback, comme vous voyez, est séparé en deux. Il y a tout un champ de pratique et de recherche qui est en lien seulement qu'avec les signaux périphériques. Tout à l'heure, je vous parlais de la tension musculaire, la réponse électrodermale. C'est vraiment la sudation, si on veut, au niveau des mains, la température du corps, la variabilité du rythme cardiaque, on appelle aussi la cohérence cardiaque, que peut-être vous avez entendu parler, parce que ça a été très populaire avec le docteur Servan-Schreiber qui en avait parlé beaucoup dans son livre. Et finalement, la respiration, le rythme de la respiration, la profondeur, etc. Donc, tout ça fait partie des signaux périphériques qui est possible d'entraîner. Donc, on peut acquérir un contrôle conscient et volontaire de ces signaux-là. Puis le neurofeedback, lui, s'adresse particulièrement au fonctionnement du système nerveux central, c'est-à-dire que quelqu'un qui s'entraîne en neurofeedback va réussir à acquérir un contrôle conscient et volontaire de l'activité électrique de son cerveau. Et éventuellement, ce qui va arriver, c'est que cette personne-là va aussi réussir à comprendre, comme je le disais au tout début, dans quel état elle est quand son cerveau produit certains patrons d'activité neuroélectrique et des patrons qui sont plus optimaux, donc qui lui permettent d'avoir de meilleures capacités ou être dans un état émotionnel plus sain. Alors, ceci étant dit, voici à quoi peut ressembler une séance d'entraînement en neurofeedback. Vous voyez, il y a quelqu'un qui est assis ici et qui est branché avec des électrodes. Vous ne voyez pas sur sa tête, mais le fil qui est ici, là, il y a une électrode qui est déposée sur sa tête. Cette électrode-là permet d'enregistrer l'activité électrique qu'on veut voir modifiée dans son cerveau, c'est-à-dire qu'on veut que ce monsieur-là acquiert un contrôle sur certaines fréquences de communication électrique, puis pour lui dire s'il réussit ou pas, s'il est dans le bon état ou pas pour acquérir ce contrôle-là, il y a un feedback ici. Voyez-vous, il y a un écran d'ordinateur où on voit une animation. Mais cette animation-là, pour qu'elle se mette à bouger à l'écran de l'ordinateur, il faut que le participant, le client, réussisse à prendre le contrôle dans le bon sens. C'est-à-dire que si, par exemple, il est aux prises avec beaucoup trop de communication lente, si son cerveau est sous-activé à certains endroits, ben, l'augmentation des fréquences plus rapides à cet endroit-là pourrait générer, par exemple, le fait que cette animation-là va bouger. Alors, c'est ce qui se passe quand on s'entraîne en neurofeedback. Tout au long du processus, ben, on essaye de prendre le contrôle de notre activité neuroélectrique et de l'optimiser à l'aide d'un feedback en temps réel au niveau auditif et visuel. Là, vous voyez seulement qu'un feedback visuel, mais on peut, en fait, moi, j'utilise toujours aussi un feedback auditif, c'est-à-dire que dans les écouteurs, on va entendre une chanson ou un signal sonore qui nous renseigne sur ce qui se passe dans notre cerveau par rapport à ce qu'on veut modifier. Vous avez peut-être déjà entendu parler du conditionnement classique avec le chien de Pavlov. Vous savez, ce fameux chien à qui on a associé en fait le fait de saliver au simple bruit de la cloche en passant par des étapes naturelles où le chien, en voyant un os, va saliver, alors que quand il entend une cloche, ben, il salive pas. Mais si on combine la cloche et l'os, ben, le chien va éventuellement saliver aussi parce que l'os est présent. Mais avec conditionnement, on va réussir après un certain temps, en fait, à retirer l'os, puis simplement
en sonnant la cloche, le chien va s'élever. Ben, tout ça pour vous dire que le neurofeedback, ce que c'est vraiment un apprentissage que le cerveau fait. C'est-à-dire que les cellules nerveuses vont apprendre à communiquer différemment entre elles par conditionnement classique et un peu aussi de conditionnement opérant. Donc, c'est un apprentissage et c'est ce qui constitue la force de cette approche-là, c'est que c'est justement un apprentissage que le cerveau fait. C'est-à-dire qu'une fois que l'apprentissage est bien fait, bien appris, bien intégré, si on veut, dans notre cerveau, ben, cet apprentissage-là va se maintenir dans le temps. Alors, contrairement à d'autres approches, ne serait-ce qu'un psychostimulant, si on pense à quelqu'un qui a un TDAH, bon, quand on est sous médication, on va bien, mais si on arrête la médication, on redevient comme on était. Tandis que quand on apprend quelque chose, si vous pensez à n'importe quel apprentissage que vous avez fait dans votre vie, si vous l'avez bien appris, ben non seulement vous allez vous en rappeler, mais vous allez l'utiliser. Alors, c'est la même chose pour le neurofeedback. C'est un apprentissage que le cerveau fait par conditionnement. Et c'est ce qui fait que suite au processus, à la fin, quand l'entraînement est terminé, ben, la personne va maintenir ses acquis. OK? C'est vraiment exceptionnel. C'est l'exception exceptionnelle, comme je dis toujours, qui va perdre ses acquis. Puis c'est simplement parce que le conditionnement n'est pas terminé. L'apprentissage n'est pas bien consolidé dans le cerveau de la personne. Pour que vous puissiez bien comprendre comment tout ça fonctionne, je vais passer quelques minutes à vous expliquer un petit peu de neuroanatomie. Rien de comparable à ce que le docteur Jean-Claude a fait avant moi. C'est quelque chose de beaucoup plus simple, en fait, pour vous aider à comprendre un peu mieux le fonctionnement de votre cerveau. Ici, vous avez à gauche des cellules nerveuses. En fait, ce sont des neurones. Et ça ressemble vraiment à ça. Si on prenait une photo de votre cerveau, vous verriez des cellules nerveuses comme ça qui sont interreliées. OK? Et l'interrelation entre les cellules nerveuses se fait, comme vous pouvez voir ici, de façon schématisée, en ayant quand même un petit espace entre les cellules nerveuses, c'est-à-dire qu'elles ne se touchent pas physiquement, nos cellules nerveuses. Elles sont très proches, mais elles ne se touchent pas. Et le courant électrique va circuler d'une neurone à l'autre, mais ce qui va aussi se transiger dans cet espace-là, c'est ce qu'on appelle des neurotransmetteurs, des petits messagers chimiques qui vont passer d'une cellule nerveuse à l'autre et qui vont contribuer au message qui est transmis. C'est-à-dire que notre cerveau communique à la fois de façon électrique et de façon neurochimique. C'est ce qu'on voit ici là, dans ces deux images-là. Fait que ça, c'est important de le comprendre. Le courant électrique en question, si on commence par parler de cet élément-là, ben, il peut circuler plus ou moins fréquemment, si on veut, entre les différentes cellules nerveuses de notre cerveau. Et c'est ce qu'on mesure en Hertz. Voyez-vous, ici, on a des chiffres avec Hz. Le Hz en question, c'est des Hertz. Et des Hertz sur le plan électrique, que ce soit dans un fil électrique dehors ou dans votre cerveau, ça représente une fréquence de communication d'un point entre deux points, si on veut, sur le plan électrique. Alors, vous voyez que vis-à-vis chacune des lignes ou des fréquences qui sont mentionnées ici, il y a des états. Parce que notre cerveau, en fait, quand il produit une certaine bande de fréquences en grande quantité, il va effectivement être dans un certain état. Comme quand on parle de lésion cérébrale, où ce serait la même chose si on mesurait, par exemple, l'activité électrique du cerveau à un endroit où il y a eu une tumeur cérébrale qui a été enlevée avec un certain morceau de cerveau aussi, là, qui est pas juste parce que des fois, il y a des tumeurs qui poussent comme par-dessus, si on veut, le cerveau, là. Bon, mais si on enlevait une tumeur cérébrale, ben, ce qu'on verrait en termes de communication neuroélectrique, c'est une communication qui est très lente. Hein? Les bandes de fréquences, pour vous aider à le conceptualiser, au lieu de voir ça comme des fréquences, voyez ça comme des kilomètres-heure, comme une vitesse à la place. C'est pas tout à fait ça, mais ça fait le travail, disons, pour ce matin, pour comprendre la notion. Donc, plus les chiffres sont bas, plus la vitesse, si on veut, de déplacement du courant électrique d'une cellule à l'autre est lente. Et la raison pour laquelle c'est si lent quand on parle d'une lésion cérébrale ou si on parlait d'une tumeur, c'est que il y a moins de cellules nerveuses pour que le courant électrique puisse se promener dans cette région-là. Et comme il y en a moins, ben ça peut pas, le courant électrique ne peut pas circuler aussi vite. Par exemple, ce niveau, si on veut, de lenteur-là, ben, va aussi être très présent chez les enfants, chez les bébés.
Les bébés dorment beaucoup parce que les ondes très lentes accompagnent le sommeil profond. Alors, dans un cerveau d'un enfant, il y en a beaucoup de ces fréquences-là. Là, vous voyez que plus les chiffres augmentent, ben, moins on est dans un état somnolent, absent ou de sommeil tout court. On arrive dans des états de présence, mais présence à soi. Donc, si on parle d'ondes alpha, il y a séparé ici en deux, là, mais grosso modo, les ondes alpha apparaissent spontanément dans votre cerveau quand vous fermez vos yeux, puis que vous êtes dans une situation d'introspection, de rêvasserie, de créativité, mais que vous êtes plus stimulé par l'extérieur. Donc, c'est nécessaire, il faut vraiment que vous ayez les yeux fermés pour produire une grande quantité d'ondes alpha. Le cerveau est fait comme ça. Durant la journée, ce qui vous habite le plus en très, très grande quantité, c'est le 16 à 20 Hz principalement. C'est de l'activité électrique qui est très, très présente, qui accompagne toutes sortes de capacités cognitives, en fait, que vous allez utiliser tout au long de la journée. Mais même si c'est surtout des ondes rapides qui vont être présentes durant la journée, il nous reste toujours un petit peu d'ondes lentes là, à quelque part dans notre cerveau. Donc, il est possible d'enregistrer toutes ces fréquences neuroélectriques-là à l'aide d'un électroencéphalogramme. Et ça, en fait, l'électroencéphalogramme, c'est vraiment une technique de neuroimagerie qui est très utile pour voir ce qui se passe dans le cerveau de quelqu'un, mais d'un point de vue, je vous dirais, fonctionnel. Je vais y revenir dans quelques secondes, mais juste avant, vous dire que une autre chose qui est importante de comprendre pour mieux comprendre la suite quand on veut s'entraîner en neurofeedback, c'est que dans notre cerveau, ben, vous le savez probablement, il y a des régions qui sont un peu plus spécialisées que d'autres pour pouvoir nous permettre de faire certaines choses. On a toujours dit de l'hémisphère gauche que c'était un hémisphère qui est un peu plus rationnel, un peu plus analytique, un peu plus verbal. C'est vraiment plus en lien avec tout ce qui est précision, détail, alors que l'hémisphère droit a toujours classiquement été un peu plus associé à tout ce qui est non-verbal, aux émotions, à tous les éléments spatiaux. Puis, ceci étant dit, c'est vraiment comme pour vous aider à le conceptualiser. C'est un peu plus complexe que ça parce que chacune de ces capacités-là fonctionne par circuit. Même le langage qui est chez les droitiers, l'expression verbale est très, très à gauche ici. Mais chez les gauchers, c'est différent. Ça va être beaucoup plus à droite. Et même chez les droitiers, il y a une composante importante du langage qui est à droite. Alors, les techniques de neuroimagerie nous ont permis de mettre la lumière là-dessus au lieu de penser comme il y a très longtemps, que chaque région de notre cerveau est associée à quelque chose de très spécifique. Alors, c'est un peu plus complexe, mais c'était pour départager un peu quand même les différentes fonctions. Alors, je parlais de l'EEG quantitatif. Alors, pour acquérir un signal comme ça, vous voyez, ça, c'est un EEG. C'est le même EEG qu'un neurologue va faire, par exemple, en situation d'enregistrement à l'hôpital. Et cet enregistrement-là, vous voyez ici, c'est très petit, là, mais il y a des lettres avec des chiffres, comme ici, c'est marqué FP1, FP2, F7. Donc, FP1, c'est l'électrode qui est ici sur la tête, en fait, sur le casque qui est là, alors qu'ici, on a FP2. À chacune des électrodes du casque qu'on pose sur la tête nous permet d'enregistrer, ça c'est la ligne d'enregistrement, dépendamment des systèmes, on peut enregistrer n'importe où entre 1 et 70 Hz, donc toutes les fréquences que notre cerveau produit. Et une fois qu'on obtient un enregistrement comme ça, puis qu'on a enlevé toute l'activité électrique qui venait de d'autres choses que notre cerveau, avec une espèce de nettoyage, comme par exemple les clignements des yeux produisent beaucoup d'activité électrique ou la tension musculaire au niveau des mâchoires va produire aussi beaucoup d'activité électrique que souvent nos électrodes vont capter. Donc, une fois que tout ça s'est nettoyé, ben, ça nous permet d'obtenir une image quantitative de cette activité électrique-là. Et ici, vous voyez, je vais vous donner quelques exemples, en fait, pour que vous compreniez de quoi on parle quand on veut faire un entraînement en neurofeedback. Ici, ce que vous avez sous les yeux, c'est l'activité électrique du cerveau d'un enfant de 6 ans qui a effectivement un diagnostic de TDAH. Alors, tous les ronds que vous voyez à l'écran, c'est la tête de l'enfant en vidéo avec son nez et ses deux oreilles qui sont de chaque côté. Les petits chiffres qui sont ici, que vous voyez à peine, c'est les fameux Hertz de tantôt. Comme là, on voit le 1 à 4 Hertz. Ici, on voit le 5 à 12 Hertz. Ensuite, le 13 à 30 Hertz. Donc, toutes ces fréquences-là sont représentées. Puis, c'est un logiciel d'analyse, en fait, qui nous permet de convertir le tracé pour obtenir ces images-là. Mais pourquoi on voudrait obtenir ces images-là? C'est parce qu'on peut, par la suite, comparer la quantité
de chacune des fréquences à une norme. Donc, moi, comme neuropsychologue, j'utilise des tests papier-crayon qui ont des normes pour que je puisse vérifier si la personne rencontre ou non les normes, par exemple, au niveau de la mémoire, au niveau de l'attention, au niveau du raisonnement. Mais c'est la même chose avec le EEG quantitatif. Je peux comparer l'activité électrique de quelqu'un en termes de quantité à une norme. Et c'est ce que les couleurs nous disent à l'intérieur de chacune des têtes. En fait, pour que la quantité soit normale de chacun des hertz chez cet enfant-là, il faut que les seules couleurs qu'on voit à l'intérieur soient comprises entre -2 et +2. En fait, c'est -1,96 à +1,96. Et donc, dans une tête, si les seules couleurs qu'on voit sont comprises entre le petit bleu pâle qui est ici et l'orange pâle, c'est que la quantité est tout à fait normale. Par contre, quand j'ai du bleu foncé ou du bleu marin, ça représente une carence significative. C'est-à-dire que là où vous voyez le bleu foncé, le bleu marin, il manque de ce hertz-là, comme ici, il nous manque du 1 hertz de façon significative au niveau du cortex sensorimoteur. Ici, à 2 hertz, il nous en manque aussi dans l'hémisphère gauche, comme vous pouvez voir. Même chose, le 9 hertz, c'est des carences. Donc, à chaque fois que vous voyez du bleu foncé, bleu marin, c'est qu'il manque de ces fréquences-là. Parallèlement, les excès sont représentés par du rouge et du orange foncé. Alors, cet enfant-là avait un excès diffus marqué de 6 et de 7 Hz. Et cette représentation-là neuroélectrique, cette signature-là, si on veut, sur le plan neuroélectrique de façon quantitative, est un classique. En fait, c'est la signature neuroélectrique la plus souvent publiée dans la littérature scientifique en lien avec des symptômes liés au TDAH. Donc, l'enfant en question avait en fait, juste pour que vous compreniez bien, là où on voit du rouge et de l'orange foncé, ça veut dire que dans ce coin-là, il y a des dizaines et des dizaines de millions de cellules nerveuses qui communiquent entre elles à 6 ou à 7 Hz. Peu importe ce que ce garçon-là essayait de faire. Donc, l'enregistrement se fait toujours dans une position neutre. L'enfant ne fait rien à temps, donc au repos, comme on dit, mais dans son quotidien, il va être aux prises pareilles avec ces anomalies-là. Alors, comme je dis toujours, quand ça va bien, c'est qu'on a gagné contre notre cerveau. Quand ça va pas, c'est notre cerveau qui a gagné. Parce que, dans une certaine mesure, on est capable de réduire, si on veut, l'impact de ces anomalies-là avec la volonté des efforts, mais ça demande beaucoup d'énergie. Donc, les gens sont pas capables de faire ça 7 jours par semaine, 16 heures par jour. C'est trop fatigant. Alors, parfois, ils n'y arrivent juste pas. Puis là, les symptômes ressortent. Ça, c'est un exemple, donc, d'un enfant de 6 ans TDAH, mais voici une femme de 38 ans avec des difficultés en lien avec l'anxiété de performance, surtout. Puis vous voyez, là, on a des excès significatifs d'ondes très rapides qu'on appelle le haut bêta, le 21 à 30 Hz, qui est la représentation la plus couramment associée en termes de communication électrique, d'anomalies neuroélectriques quantitatives en lien avec l'anxiété. La dépression, ici, cette personne-là était sous médication. Ce que ça donnait, dans le fond, c'était dépression et anxiété, mais ce qu'on voyait comme résiduel, c'était un excès d'ondes lentes en centrale, ce qui va nous donner la plupart du temps un manque d'efficacité sur le plan cognitif, notamment au niveau de l'attention. On voyait aussi derrière la tête des excès d'ondes rapides et que ça, de façon générale, quand on le voit comme ça va affecter la qualité de la mémoire, notamment la mémoire verbale à long terme, c'est-à-dire se rappeler ce qu'on m'a dit, se rappeler ce que j'ai lu. Donc, ça peut être plus compliqué quand cette région-là fonctionne moins bien. Sinon, ici, je vous donne un exemple de quelqu'un qui a un joueur de football professionnel qui nous avait consulté, qui est un joueur des Alouettes, qui nous avait consulté pour remédier à sa commotion cérébrale. Alors, la signature de sa commotion, initialement, c'était ce qu'on voit ici, donc des excès de 10, de 11 et de 12 Hz. Et ce joueur-là, ce qui était vraiment, vraiment problématique chez lui, quand nous, on l'a vu, c'était un gros, gros problème d'autorégulation émotionnelle surtout. Puis la région que vous voyez ici en frontal droit, c'est une région qui est super importante pour gérer nos émotions. Et dans son cas, lui, elle était vraiment sous-activée, comme vous pouvez voir ici à 10, à 11 et à 12 Hz, ce qui fait qu'il n'arrivait pas à bien gérer ses émotions. Ici, je vous mets par l'alcoolisme et toxicomanie aussi en termes de signature neuroélectrique. C'est surtout cet aspect-là. Voyez-vous, on a un excès de 21 à 23 Hz. C'est très, très typique de quelqu'un qui est aux prises, surtout avec l'alcoolisme. La toxicomanie peut prendre différentes formes, mais l'alcoolisme va souvent être associé à cette signature-là neuroélectrique.
Donc, je le mentionne parce que je lisais dernièrement qu'il y avait une recrudescence de la consommation d'alcool pendant la pandémie. Les gens sont découragés, ils vont consommer un petit peu plus d'alcool. On est loin de l'alcoolisme chez la plupart des gens, mais je voulais juste vous montrer un petit clin d'œil pour vous montrer à quoi ça ressemblait l'alcoolisme dans le cerveau de quelqu'un sur le plan neuroélectrique. Alors, si on parle de quelqu'un qui a eu une tumeur cérébrale, parce que il faut comprendre que le neurofeedback, c'est pas une approche qu'on mettrait en place pendant un traitement de la tumeur. Ce serait vraiment quelque chose qu'on mettrait suite au traitement. Donc, quelqu'un qui est en rémission, qui a terminé ses traitements, peu importe que ce soit de la chimiothérapie, la radiothérapie, qui a eu une opération. Donc, le neurofeedback serait mis en place pour remédier aux symptômes cognitifs et ou émotionnels résiduels. Parce qu'il y a des gens qui vont faire de la chimiothérapie, de la radiothérapie, qui vont avoir aucun de ces symptômes-là, qui vont être top shape après. Mais il y en a d'autres que c'est pas le cas. On parle, en anglais, on parle du chemo brain. C'est vraiment des anomalies cognitives, notamment en lien avec l'attention, avec la mémoire, une espèce de sentiment d'être dans la brume ou de manquer d'efficacité, en fait, être moins efficace qu'avant sur le plan cognitif suite à un traitement de chimiothérapie, de radiothérapie. Ou dans le cas d'une opération, ben si par exemple l'opération nécessitait le retrait d'une partie de notre cerveau qui était utile, qui servait à autre chose avant, pas juste à la tumeur, ben il est possible de remédier en partie à ces symptômes-là, à ces difficultés-là qui sont résiduelles. Et ce que vous pouvez espérer avec le neurofeedback, c'est vraiment d'améliorer l'attention et la concentration. Je fais la différence entre les deux, puis je vais prendre juste quelques secondes pour vous l'expliquer, mais l'attention, on parle d'attention soutenue, c'est-à-dire votre capacité à rester attentif longtemps, soit quand vous écoutez ou vous lisez quelque chose. Alors que la concentration, en anglais, on va parler de focus, en français, c'est l'attention sélective, c'est votre capacité à vous concentrer sans vous laisser distraire. Donc, quelqu'un qui aurait la difficulté à ce niveau-là aurait la difficulté à lire une page, à juste rester dans le texte qu'il est en train de lire et typiquement, à la fin de la page, il va se dire, ah, crime, c'est quoi j'ai lu, je ne me rappelle plus. Donc, ça, c'est quelqu'un qui a un problème de concentration, d'attention sélective visuelle. Ou quelqu'un qui n'est pas capable de rester concentré sur ce que quelqu'un d'autre est en train de dire. Comme, par exemple, dans le cas d'une cour magistrale ou d'une conférence ou d'une conversation purement et simplement, de décrocher régulièrement en cours de conversation. Mais même ne serait-ce qu'une petite conversation de 2-3 minutes, les gens qui ont des gros problèmes d'attention sélective auditive décrochent constamment, donc suivent pas la conversation. Il y a aussi tout ce qui est en lien avec le contrôle moteur, c'est-à-dire l'inhibition, donc pouvoir ne pas bouger, ne pas parler quand c'est pas le temps. Ça peut aussi être adressé en neurofeedback. Et la coordination motrice, j'ai entraîné dernièrement quelqu'un qui avait fait un AVC justement pour ça. Et ça lui avait permis de récupérer une partie, en fait, de sa coordination. Pas la totalité, malheureusement, parce qu'il y avait un morceau de son cerveau, il y avait un gros morceau de son cerveau qui n'était plus là, donc on a fait avec le tissu nerveux qui restait. Mais bref, ça avait amélioré beaucoup sa coordination, j'étais bien heureux de ça. Même chose pour l'autorégulation émotionnelle, parce que quand on a des tumeurs en frontal droit, par exemple, ben, on risque d'avoir plus de difficultés à gérer ses émotions. Puis quand c'est même pas en lien avec le site de la tumeur, ben juste d'avoir vécu cette expérience-là, ça peut être assez troublant sur le plan émotionnel et amener des difficultés à gérer ces émotions-là. Et donc, le neurofeedback peut être vraiment une solution qui peut aider, en fait, à Et finalement, il y a aussi diminuer les symptômes anxio-dépressifs qui peuvent apparaître là, suite à justement un traitement en lien avec une tumeur cérébrale. Le neurofeedback étant vraiment assez efficace là, pour complémenter, par exemple, ça peut être un traitement pharmaceutique avec un antidépresseur ou pour les gens qui ne veulent pas aller vers un antidépresseur, simplement un neurofeedback, un biofeedback, ça peut être très efficace également. Ce que vous devez savoir, ça c'est les limites, là. Ce que vous devez savoir par rapport au neurofeedback, c'est que compte tenu que votre cerveau a été affecté, on l'a attaqué, si on veut, d'une certaine façon, il est peu probable que vous redeveniez exactement comme vous étiez avant. OK? Mais ce que vous pouvez espérer, c'est de voir une différence
significative. Vraiment, c'est pas quelque chose qu'on ferait pour rien, en fait. Puis, si jamais il y avait comme une trop grande chance que, en fait, votre cerveau était tellement touché que je pense que les chances sont minces, ben jamais je vous conseillerais d'aller vers le neurofeedback parce que, comme je l'ai dit au tout début, c'est une approche qui est consciente et volontaire. Donc, c'est vous qui prenez le contrôle de vos ondes cérébrales en temps réel. Donc, on parle d'un entraînement. Ça demande des efforts, ça demande du temps et il faut que le jeu en aille la chandelle, comme on dit. Alors, c'est vraiment dans des cas où je penserais qu'il y aurait une bonne chance d'amélioration significative que je vous conseillerais d'aller vers le neurofeedback, que ce soit avec moi, avec d'autres personnes. Je ne suis pas la seule à faire du neurofeedback au Québec. Mais donc, tout ça pour dire qu'il ne faut pas penser qu'en s'entraînant en neurofeedback, on va redevenir exactement comme on était. Ça dépend toujours de notre point de départ, peu importe que ce soit en relation avec une tumeur cérébrale ou en relation avec n'importe quelle autre pathologie neurocognitive qu'on peut avoir, comme TDAH, par exemple. Alors, maintenant que je vous ai parlé du neurofeedback, je veux aussi vous sensibiliser à un autre élément, en fait, de votre fonctionnement cérébral. En neurofeedback, on parle de l'aspect neuroélectrique. Il y a aussi l'aspect neurochimique dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, quand on entraîne le cerveau de quelqu'un en neurofeedback, on va travailler directement avec l'aspect électrique de la communication, mais il est possible d'acquérir un impact sur la neurochimie de notre cerveau également. Donc, les petits neurotransmetteurs, les messagers chimiques dont je vous parlais tout à l'heure. Et j'ai réalisé une étude avec des acteurs professionnels où on leur a demandé, en fait, pendant qu'on les scannait avec la tomographie par émission de position, donc une technique de neuroimagerie qui nous permet de mesurer différents neurotransmetteurs, différentes choses, mais dont certains neurotransmetteurs, messagers chimiques. Et nous, on mesurait la sérotonine. La sérotonine, c'est un messager chimique qui est souvent associé à une humeur positive, donc plus des émotions positives de façon générale, entre autres. Et les acteurs professionnels qu'on scannait, on a pris des acteurs qui ne simulaient pas, mais qui étaient de l'école de New York, c'est-à-dire qu'eux vivent réellement l'émotion. On leur a demandé de vivre le plus intensément possible une émotion de joie. Alors, c'est après quelques minutes seulement, là, je ne me rappelle pas exactement, mais c'est en 2 et 3 minutes de vivre cette émotion-là de joie. On a vu à l'analyse le niveau de sérotonine monter de façon très significative dans le cerveau de ces acteurs-là. Donc, en changeant leur état émotionnel, ils ont eu un impact immédiat, quasi immédiat, sur leur fonctionnement neurochimique. On leur a par la suite demandé de faire la même chose, mais cette fois-ci en vivant le plus intensément possible la tristesse. Eh bien, quasi aussi instantanément, on a vu une diminution marquée, en fait, significative du niveau de sérotonine. Tout ça pour vous dire que l'état émotionnel dans lequel vous êtes a un impact majeur, en fait, sur votre fonctionnement neurochimique. Alors, c'est très important dans votre quotidien d'essayer d'avoir des déclencheurs, si on veut, parce que c'est une épreuve incroyable, incroyablement difficile de traverser. Le fait d'avoir une tumeur cérébrale et les traitements qui viennent avec, bref, la suite même, la rémission, tout ça peut vous affecter évidemment sur le plan émotionnel et d'instaurer dans votre quotidien des moyens qui automatiquement génère une émotion positive. Ça peut être une chanson, ça peut être une personne à qui vous parlez qui a toujours cet impact-là sur vous de vous ramener une bonne humeur. C'est vraiment important. Peu importe ce que c'est, essayez d'identifier 3-4 choses dans votre vie qui vont faire en sorte que vous allez naturellement revenir dans un état émotionnel positif rapidement. Et on a aussi montré dans un autre projet de recherche qu'on pouvait effectivement avoir une capacité à autoréguler nos émotions, c'est-à-dire à les moduler, ces émotions-là. Puis on avait comparé les capacités des femmes et des enfants, des petites filles, à autoréguler leur tristesse. Et chez les enfants, on a vu que pour réussir à diminuer la tristesse et de le faire vraiment de façon très efficace, c'était quasiment les 2 lobes frontaux complets qui s'activaient, alors que chez les femmes, ben, c'était justement la région frontale droite, un petit morceau de cerveau qui était l'aire de Brodmann 9 et 10, bref, frontal droit, qui s'activait pour réussir beaucoup mieux que les enfants à gérer leurs émotions. Donc, c'est possible, évidemment, d'autoréguler nos émotions. Et on l'a même fait avec l'excitation sexuelle chez les hommes. On leur a demandé de diminuer leur excitation sexuelle pendant qu'ils regardaient
des stimuli sexuels, c'est-à-dire des vidéos 3X, et ils ont réussi, en fait. Donc, c'était même quelque chose aussi viscéral que l'excitation sexuelle peut être modulée. Donc, il y a de l'espoir. Quand je dis contrôler tout ce que je peux contrôler, ben, c'est de penser à qu'est-ce que je peux faire de plus pour m'aider. Et je voulais soumettre à votre attention ce matin, pas seulement le neurofeedback, mais également la méditation et l'activité physique. La méditation pleine conscience qui a un impact très, très positif sur la santé physique et mentale. Donc, dans une période de votre vie où vous êtes soumis à un grand stress, le fait d'adopter une pratique méditative est très, très, très bienfaisante, notamment sur votre système immunitaire. Mais au niveau du système nerveux, comme je dis toujours, c'est un peu comme si ça faisait un reset. Ça oblige votre système nerveux sympathique et parasympathique, c'est-à-dire le sympathique vous permet de vous activer, de faire face aux défis de la journée, tandis que le parasympathique, lui, va plutôt vous permettre à la fin de la journée de relâcher, relaxer. Mais pour réussir à avoir un bel équilibre entre ces deux états-là, la méditation est un très bon outil et ça permet à votre système nerveux de se reposer. Alors, quand on parle de tumeur cérébrale, ben, on est en plein dans le système nerveux central. Alors, de relâcher à travers une pratique méditative de votre choix. Puis, si vous n'êtes pas féru, si vous n'êtes pas habile ou si vous n'avez jamais médité de votre vie, sachez qu'il existe des méditations dirigées. Donc, vous n'êtes pas obligé de commencer comme ça, si en lotus face au soleil, là, vous pouvez faire ça tranquillement chez vous en écoutant la voix de quelqu'un qui vous guide dans cette méditation dirigée-là. Et sinon, l'activité physique, quand vous pouvez, ne serait-ce que marcher. Hein. On en parle tout le temps de l'activité physique, mais je vous en reparle aujourd'hui parce que les études sortent semaine après semaine pour démontrer à quel point ça aide, notamment sur le plan émotionnel, mais également sur le plan cognitif. Ça module énormément nos neurotransmetteurs, nos messagers chimiques, donc de façon favorable, que ce soit la dopamine, la sérotonine ou encore les endorphines. Donc, ça aussi, et ce qui est important de se rappeler par rapport à l'activité physique, c'est de le pratiquer pour être à peu près entre une intensité modérée à élevée. Le VO2 max, vous pouvez trouver facilement sur Internet comment le calculer, c'est en fonction de votre âge, c'est en lien avec votre rythme cardiaque. Mais juste pour vous donner une petite idée, là, il faut que vous soyez essoufflé. Comme marcher vite, c'est suffisant, en autant que vous soyez essoufflé. Et en faisant ça régulièrement, vous allez voir, ça va améliorer vos capacités cognitives et émotionnelles. Mais il faut vraiment le faire régulièrement. Il n'y a rien de magique, l'activité physique. Il faut être constant pour que ça rapporte ses bénéfices. La dopamine, je voulais juste faire une parenthèse là-dessus parce que c'est un neurotransmetteur qui est très important dans notre vie, plus qu'on saurait l'imaginer, parce que c'est un neurotransmetteur qui est associé à la motivation et au plaisir. C'est sûr que ça améliore, c'est lié aussi à l'attention et au contrôle moteur, mais la raison pour laquelle c'est important, c'est que c'est un neurotransmetteur qui est fondamental au niveau de la neuroplasticité, donc l'apprentissage, du reconditionnement de notre cerveau dans une perspective de réadaptation, d'avoir du plaisir quotidiennement, favorise votre récupération, favorise le fait que les neurones vont créer de nouveaux liens, vont créer des nouveaux circuits dans votre cerveau qui vont vous permettre de récupérer suite à vos traitements liés à la tumeur cérébrale. Donc, puis la façon la plus simple de générer la dopamine, à part faire du sport, c'est d'avoir du fun. Donc, c'est aussi simple que ça. C'est sûr que c'est simple, oui, mais comme je disais tout à l'heure, si vous n'êtes pas dans un état émotionnel positif durant une certaine période de votre vie, comme je vous disais, c'est pour ça que c'est important d'avoir des déclencheurs de positivité, si je peux dire ça comme ça. Donc, quelque chose qui vous ramène rapidement dans un état émotionnel positif pour faire place à la fameuse dopamine. Parce que il faut savoir que les changements vont s'opérer grâce à la passion. La passion, qui pour moi est le fait d'être très motivé et très engagé, avoir beaucoup de plaisir à faire une activité, c'est définitivement ça qui va amener les plus grands changements. En respectant cette séquence-là, c'est-à-dire, il faut avoir du plaisir, y mettre l'intensité, répéter, 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 et ça va vous amener vers l'atteinte de votre objectif. Et si vous atteignez votre objectif pour un élément que vous aviez perdu, par exemple, suite à votre tumeur cérébrale, ben ça va vous encourager à répéter la même recette
pour un autre aspect de votre fonctionnement qui a été perdu, que vous pourriez justement améliorer. Puis, sachez que dans ce que vous êtes, je mentionne parce que trop de gens essayent d'être qui ils ne sont pas. Et à chaque fois que, si vous donnez des objectifs qui sont irréalistes ou qui ont rien même à voir avec vous avant la tumeur cérébrale, ben non seulement vous n'y arriverez pas, mais vous allez rapidement vous diriger vers le fait d'être anxieux ou même déprimé en lien avec tout ça. Donc, en résumé, comme je vous ai expliqué durant les 40 dernières minutes, ben, le neurofeedback peut effectivement vous aider à remédier certains symptômes cognitifs et émotionnels basés sur la neuroplasticité du cerveau, c'est-à-dire que le cerveau est modulable très tard dans la vie même, et que l'activité physique, la méditation, combinée au fait d'être dans un état émotionnel positif, sont certainement des alliés dans votre réadaptation. Voilà, écoutez, je vous remercie infiniment. Ça me fait plaisir de répondre à vos questions si vous en avez.